Les matins de France Culture. Guillaume Erner. C'est un phénomène que l'on observe et qui va grandissant, l'abstention qui tranche avec des débats de plus en plus polarisés, de plus en plus vifs. Comment expliquer ce paradoxe? Comment expliquer le fait que l'on aboutit à une dépolitisation des individus alors même que la politique semble être partout? Toutes ces questions, elles sont au cœur du débat public et c'est pourquoi, lorsque j'ai lu votre ouvrage, Kaela Gillespie, je me suis dit que vous proposiez une thèse qui était une thèse originale, intéressante. Bonjour, tout d'abord. Votre livre s'intitule Manufacture de l'homme apolitique et il a été publié aux éditions du Bord de l'eau. Mais alors, il me semble qu'en philosophie, en classe de philo, on apprenait que l'homme était un animal politique selon Aristote. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis Aristote? Vous avez quelques minutes pour répondre. Pour Aristote, en effet, dans la politique, l'homme est défini par des modes de vie différents. Il peut vivre au sein d'une famille, il peut vivre au sein d'un village, auquel cas il s'agit simplement de vivre. Mais si il vit au sein d'une cité, il s'agit de bien vivre. Il s'agit de discuter des orientations de la vie publique. Et de fabriquer des lois pour orienter notre vie. Alors cette définition, elle est effectivement classique, mais il est vrai que nous avons perdu cette dimension politique de notre existence. Si on veut donner quelques clés historiques pour se situer, il faudrait remonter sans doute à l'émergence du libéralisme britannique au XVIIe siècle, qui définit l'homme comme un individu propriétaire de soi-même et de ses biens, et qui érige cet individu contre les abus potentiels de l'État. Maintenant, il y a un grand mouvement de fond qui est le mouvement néolibéral qui émerge dans la deuxième moitié des années 70, des années 1970. Donc le néolibéralisme a maintenant 50 ans à peu près, qui redéfinit intégralement l'homme. Alors justement, il va falloir que vous nous expliquiez ce que vous appelez le néolibéralisme, où vous revisitez un certain nombre d'auteurs qui sont des auteurs importants pour les libéraux, d'Adam Smith à Friedrich Hayek, qui est un prix Nobel d'économie. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, alors même que si j'ouvre n'importe quel des journaux qui ont été publiés ce matin, Kaela Gillespie, eh bien, il y a un certain nombre de débats qui sont des débats assez tranchés sur les médias. Il y a par exemple Libération qui fait sa une sur la CNews comme chaîne d'extrême droite. Il y a énormément de mouvements qui ne sont pas vraiment des mouvements politiques, mais qui ont évidemment une dimension politique, comme le mouvement MeToo. Comment concilier ça avec le fait qu'il y ait de plus en plus d'abstention? Oui, l'abstention, c'est, à mon sens, un des symptômes d'un nouveau genre de vie qui est le genre de vie apolitique. L'un des symptômes simplement parmi d'autres. La désaffection est très très profonde pour le politique. Il y a un désaveu, il y a une défiance. Et ce désaveu repose sur une redéfinition complète de notre mode d'être, à mon avis, qui consiste en ce que on nous convie depuis maintenant quelques décennies à nous identifier à un individu qui se croit libre par nature. Là où la phrase révolutionnaire de 1789 dit que nous naissons libres et égaux en droit, le néolibéralisme dit que nous naissons libres, sans qu'il faille que cette liberté soit construite sur le plan juridique et politique. Et en fait, ça fait des décennies qu'on nous convie à nous identifier à cet homme-là, qui n'est plus un citoyen, mais qui est libre de ne pas être citoyen, et dont la liberté s'exprime dans la société civile, en réalité débarrassée censément de l'État. Alors justement, il faut que vous nous expliquiez pourquoi cet être libre, pourquoi le fait de se sentir libre est
un phénomène qui s'accompagne, qui est parallèle à l'apolitisme ou à la dépolitisation, Kayla Gillespie. Oui. Tout se passe comme si, en fait, on avait une conversion à un genre de vie apolitique. L'idéologie néolibérale consiste à définir notre vie véritable dans un monde, un nouveau monde, qui serait donc au-delà du monde politique, un nouveau monde qu'on peut appeler monde de l'entreprise. C'est une fiction idéologique qui redouble le réseau réel des entreprises. Et c'est à l'intérieur de ce nouveau monde qu'on est censé déployer notre liberté. On ne se reconnaît plus du tout comme un citoyen qui s'accomplit dans l'État, qui s'exprime dans l'espace public, qui prend place dans la cité. On se définit comme un acteur qui doit libérer ses forces vives au sein d'une société civile débarrassée du politique et simplement s'accomplir comme acteur économique. Mais alors, vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure. Je vous ai dit, voilà, il y a différents mouvements aujourd'hui. Il y a, par exemple, la préoccupation écologique. Il y a le mouvement MeToo. Alors, pour vous, ce ne sont pas des mouvements politiques ? Alors, pour moi, il y a trois grandes sources dans l'actualité qui sont éminemment intéressantes pour penser le politique. Il y a l'écologie, évidemment, le féminisme ou plus largement les luttes d'émancipation, et puis toutes les luttes qui gravitent autour de la question humanitaire. Toutes ces luttes-là sont authentiquement politiques, mais paradoxalement, beaucoup d'acteurs, et notamment des jeunes qui s'engagent par exemple dans l'écologie, ne se reconnaissent pas comme étant politiquement engagés. Et même se défendent d'être politisés comme on se défend d'une trahison. Tant la désaffection et puis le sentiment de trahison est présent. Donc on a à la fois des mouvements qui sont potentiellement politiques, mais qui se situent soit dans le champ associatif, soit dans un champ pré-politique, alors que concrètement, par exemple, si l'écologie ne se politise pas, si l'écologie ne s'arme pas d'une réflexion politique, elle manque son but. Donc en effet, il y a un déficit de structuration politique des luttes à l'heure actuelle. Oui. Mais alors, est-ce que c'est un déficit de structuration politique ? Est-ce que c'est un déficit de structuration partisan ? Je dirais plus profondément politique. Je pense que on s'est éloigné du politique à tel point que, jusque et y compris dans nos luttes, nous définissons comme des hommes apolitiques. Et donc, par exemple, le féminisme pourrait être évidemment un universalisme profondément politique. L'écologie pourrait l'être et doit l'être. Il faut tendre vers une définition politique et cosmopolitique de ce que nous devons faire pour la planète. Mais les luttes à l'heure actuelle, en manquant de fondements politiques, manquent peut-être leur objet. Mais alors, lorsque le féminisme dit, par exemple, les questions relevant du corps, les questions relevant de l'intime sont des questions politiques, Oui. Le féminisme se ment à lui-même, il ne parvient pas à une véritable transcription politique, Kayla Gillespie ? Non, je pense que le féminisme, c'est peut-être une voie à suivre dans la mesure où le féminisme de la seconde vague, par exemple, dans les années 70, a défini précisément le personnel comme étant éminemment politique. Et en fait, la prise de conscience de la dimension politique de nos existences individuelles est profondément à l'œuvre dans le féminisme. Et peut-être, dans le féminisme universaliste, il y a quelque chose de l'ordre d'un modèle à suivre pour procéder à la repolitisation des consciences.
puisque le moment où nous prenons conscience que nous faisons partie de la classe des femmes, par exemple, c'est le moment de la politisation des consciences. Donc, évidemment que la repolitisation de nos luttes est possible, elle est peut-être en cours, mais nous sortons de 50 ans de dépolitisation intégrale des consciences, et tout est à refaire, tout est à reconstruire. Mais parce qu'on a parfois la sensation qu'il y a d'un côté une société civile qui est bouillonnante de lutte, de prise de position très forte sur les thèmes que vous avez évoqués, l'écologie, le féminisme, mais aussi les manières de produire. Bref, un bouillonnement, mais que ce bouillonnement n'arrive pas à se transcrire politiquement, voire même qu'il est profondément découragé vers la traduction partisane, cette fois-ci, de ces luttes, Kaela Gillespie. Oui, c'est ça. C'est une ère mouvementiste où il y a une espèce de magma d'action à l'heure actuelle. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on a été tellement profondément détourné du politique ces 50 dernières années par la fabrication de la double fiction d'un nouvel homme apolitique et d'un nouveau monde que il faut reconstruire le rapport au corps politique intégralement. Donc, vous parlez d'absence de traduction partisane. Moi, je dis plus profondément absence de relation au corps politique tout entier. Absence de confiance dans le politique et absence de la relation. Le discours de la relation n'est plus audible en réalité. On va revenir dans une vingtaine de minutes sur ce lien entre perte du politique et évolution de la démocratie que vous qualifiez de néolibérale, parce que pour vous le néolibéralisme, ça n'est pas seulement un mode d'organisation économique, c'est aussi un mode d'organisation de la société. Bien sûr, je renvoie à votre ouvrage Manufacture de l'homme apolitique, c'est aux éditions du Bord de l'eau. Vous serez rejointe par Christelle Craplet, qui est directrice d'un institut de sondage BVA Opinion, et on verra avec elle comment tout cela se traduit dans le scrutin en cours. 7h56. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 8h22, nos invités, une philosophe, Kaela Gillespie, qui publie Manufacture de l'homme apolitique aux éditions du Bord de l'eau. Vous nous avez expliqué, Kaela Gillespie, en quoi l'abstention, ce phénomène que l'on décrit de manière quasi quotidienne dans les médias politiques, eh bien, cette abstention était liée à une fabrique d'un apolitisme. Un apolitisme parce que de plus en plus, pour vous, il y a une sensation de liberté qui fait que l'être humain est de moins en moins lié à une société, se conçoit de moins en moins comme un citoyen et s'engage de moins en moins dans la cité, même s'il y a un certain nombre de débats sociétaux ou sociaux sont des débats âpres, ils ratent leurs inscriptions partisanes. Et puis, nous sommes en ligne avec Christelle Craplet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de BVA Opinion. Christelle Craplet, j'aurais aimé une réaction à ce que vient de dire mon camarade Stéphane Robert sur l'élection à venir, l'élection européenne, et le large écart qu'il y aurait entre la liste d'Emmanuel Macron et celle aujourd'hui de Jordan Bardella. Oui, ce n'est pas la liste d'Emmanuel Macron d'ailleurs, c'est la liste de Valérie Hayer. Mais je crois que le lapsus est révélateur. Effectivement, ce qui est vraiment compliqué pour la liste de Valérie Hayer, c'est qu'en fait, elle n'arrive pas à reconstituer l'électorat d'origine d'Emmanuel Macron, comme vous le soulignez dans l'édito. La corde est un petit peu usée, c'est-à-dire que c'est toujours un peu le même ressort. On essaie de mobiliser l'électorat avec comme seul argument la lutte contre l'extrême droite, mais ce sont déjà des arguments qui ont été utilisés par le passé. Et force est de constater que dans nos enquêtes, les électeurs d'Emmanuel Macron de 2022 ne se retrouvent pas dans cette campagne. Ils sont une toute petite majorité à avoir l'intention d'aller voter pour la liste de Valérie Hayer. Et encore, ça c'est ceux qui ont l'intention d'aller voter. Ils se heurtent, ou elles se heurtent à deux problèmes. D'une part, une difficulté à mobiliser cet électorat.
à le faire aller voter. Et d'autre part, une difficulté à le convaincre que c'est la meilleure liste. Une partie de ses électeurs sont partis soit chez Raphaël Glucksmann, qui porte aussi un projet européen, soit chez François-Xavier Bellamy, comme si finalement il y avait une réactivation du clivage gauche-droite et les limites du en même temps. Donc on a effectivement une limite, dites-vous, du en même temps. Est-ce que justement le fait donc de poursuivre une stratégie qui est allée du en même temps à un vote qui pourrait s'assimiler à celui, disons, du centre ou de la droite centriste, est-ce que cela a contribué à brouiller les cartes, à perdre l'électorat, selon vous, Christelle Craplet ? Alors, à une époque, ça n'a pas vraiment contribué à brouiller les cartes parce qu'une forme il y avait un certain nombre d'électeurs qui se reconnaissaient dans ce en même temps, des électeurs qui pouvaient venir du centre-gauche, du centre-droit. Mais depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, depuis le vote de la loi, la réforme des retraites, la loi sur l'immigration, ça a pu donner le sentiment, en tout cas pour des électeurs de centre-gauche, que finalement, ils ne se retrouvaient pas dans ce en même temps parce que ce en même temps se déportait sur la droite. Et ça les a conduits finalement à regarder peut-être d'autres listes, ce qui se faisait, et pour ce projet européen, à se reporter en partie sur la liste de Raphaël Glucksmann. Oui, alors c'est cela effectivement qu'on observe de plus en plus de déports des intentions de vote depuis un certain nombre d'anciens électeurs macronistes jusqu'à ces électeurs qui vont aujourd'hui se prononcer pour la liste de Raphaël Glucksmann. Christelle Craplet. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Même si, si on focalise un petit peu sur la liste de Raphaël Glucksmann, il prend effectivement quelques électeurs de centre-gauche d'Emmanuel Macron, mais il récupère aussi un certain nombre d'électeurs venant de Jean-Luc Mélenchon ou de Yannick Jadot, qui, notamment pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, peuvent être un petit peu effrayés par la radicalité de la campagne de la France insoumise. Et il arrive un petit peu à faire cette synthèse. Alors, pour l'instant, il stagne quand même en 3e position. Aucune enquête ne l'a mis devant la liste de Valérie Ayé. Et du coup, pour l'instant, la liste, on va dire, de la majorité présidentielle maintient sa 2e position, mais c'est vrai qu'elle est extrêmement fragile, qu'elle a perdu son socle électoral et qu'elle se situe très très loin devant celle du Rassemblement national, ce qui est, par rapport aux résultats de 2019, une évolution très significative. Stéphane Robert. Alors justement, comment vous expliquez la différence entre ce qui s'est passé en 2019 et ce qui devrait arriver aujourd'hui, cet écart très 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 important entre les résultats? Est-ce que c'est l'expression d'un vote sanction? Et est-ce que si c'est le cas, comment vous l'expliquez? Comment ça se fait qu'il s'est pas exprimé la dernière fois? Christelle Craplet. Pardon, comme vous aviez dit Stéphane Robert, j'ai cru que vous posiez la question, à votre éditorialiste. Et Stéphane Robert voulait vous poser une question. Christelle Craplet, vous l'avez entendu. Oui, d'accord, pardon. Et du coup, effectivement, ce qui est compliqué pour Emmanuel Macron, c'est que la situation n'est plus la même qu'en 2019. En 2019, il était élu depuis 2 ans. Il y avait eu certes la crise des Gilets jaunes, mais il avait réussi quand même à remobiliser son électorat et qui finalement avait voté pour lui seulement 2 ans auparavant. Aujourd'hui, la situation est quand même très différente. Il y a une forme d'usure du pouvoir qui se fait jour. Et comme je disais tout à l'heure, il n'arrive pas en fait à mobiliser son électorat, soit à lui donner envie d'aller voter, soit à le convaincre que finalement son projet a un intérêt. Il est concurrencé en plus en 2019, il incarnait la liste qui défendait les valeurs de l'Europe, qui défendait ce positionnement très pro-européen. Alors, il y avait déjà Raphaël Glucksmann en 2019, mais cette fois-ci, celui-ci a un peu plus de poids. Du coup, il est quand même concurrencé sur cette logique. Et le seul ressort d'essayer de mobiliser les électeurs contre l'extrême droite ne suffit pas. Il manque un projet, une direction, donner envie finalement à ces électeurs de voter vraiment pour lui. Et par rapport à 2019, et voilà, il a perdu un petit peu d'élan, il y a une forme d'usure du pouvoir qui se fait jour. Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez, Kaela Gillespie, de ces discussions? Alors, bien sûr, on est très loin d'Aristote et d'Adam Smith, mais... Pas tant que ça. Ah ben, Oui, j'aurais voulu rajouter que il me semble difficile de faire campagne à l'heure actuelle sur la base de l'opposition entre progressistes et populistes, que ça fonctionne plus. Parce que l'ultralibéralisme se présente comme éclairé, progressiste,
face au populisme. Or, en réalité, l'ultralibéralisme, c'est vrai qu'il accorde des droits sociaux ou sociétaux, comme on dit, sur l'IVG, sur l'euthanasie, par exemple, mais en même temps, il détruit très très profondément des droits concrets sur les retraites, le chômage, le travail. Il produit une insécurité juridique grandissante et il y a des régressions très profondes. Donc la campagne fondée sur progressiste et populiste, il me semble qu'elle est faussée. Je ne pense pas qu'il y ait un néolibéralisme éclairé qui soit porteur d'une société ouverte, simplement, contre des populismes. Mais alors, là, je vais vous demander, malgré tout, de définir les thèmes, parce que l'ultralibéralisme, personne ne se revendique comme tel dans l'échiquier politique français. Est-ce que répondraient les partis de gouvernement à cette étiquette-là? C'est que l'État social français est un État qui coûte cher. Je crois qu'il y avait une expression pognon de dingue qui avait été utilisée à cet égard en termes de pourcentage. C'est un pourcentage important de prélèvement du PIB. Par conséquent, comment justement concilier cette situation, un État social qui maigrit peut-être, mais qui part d'un niveau assez élevé, et ce constat que vous faites de néolibéralisme? Moi, j'emploie le terme plutôt ultralibéral pour ne pas employer le terme de néolibéralisme qui semble véhiculer l'idée selon laquelle le néolibéralisme serait reprendrait le libéralisme classique en le prolongeant et en faisant valoir donc la liberté de l'individu vis-à-vis de l'État. Je pense que le terme d'ultralibéralisme, même si personne ne se revendique ultralibéral à l'heure actuelle, qui est un terme critique, est beaucoup plus proche de la réalité de ce nouveau régime-là, qui détruit des droits réels, et qui provoque, il me semble, un mouvement de désaffection où le risque est en effet que le peuple se retourne contre l'État, qu'il identifierait comme étant la cause des destructions qu'il subit. Donc on ne peut pas opposer populisme et progressisme libéral, néolibéral, parce qu'il me semble que c'est précisément de cet ultralibéralisme que provient la colère du peuple qui se retourne contre la destruction des droits. Mais alors, Stéphane Robert, ce que vous disiez dans votre billet politique, ce n'est pas nécessairement qu'on pouvait opposer progressistes et populistes, c'est qu'Emmanuel Macron installait ce choix-là, que ce choix-là soit réel ou un choix qui, par exemple, mais je vous pose la question, qui l'arrangerait. Comme il l'a fait depuis 2017, en fait, ça a fonctionné. Hein, c'est un pragmatique, hein, Emmanuel Macron. Ça a fonctionné en 2017, ça a en partie fonctionné en 2019, ça a encore fonctionné en 2022. Pourquoi ne pas retenter la chose? Ça fait que 2 ans, 2022, c'était il y a 2 ans. Donc voilà, c'est très vraisemblablement pragmatique. Et puis il avait peut-être pas imaginé autre chose que ça, quoi. Mais alors, justement, Christelle Caplet, si on prend l'hypothèse de Stéphane Robert, on va appeler ça le robertisme, est-ce que cela signifierait que aujourd'hui, eh bien, ce duel qui est installé entre progressistes et populistes irait à l'avantage des populistes, puisque arithmétiquement, si on additionne les voix qui pourraient se porter sur la liste de Jordan Bardella, mais aussi celles qui pourraient se porter sur la liste Reconquête de Marion Maréchal, on serait à près de 40%. C'est un peu la limite de ce pragmatisme. C'est vrai que quand on voit les intentions de vote, pour l'instant, ça ne lui bénéficie pas au camp présidentiel. On a un bloc d'extrême droite qui, effectivement, comme vous le dites, est très puissant et on ne voit pas pour l'instant la dynamique correctement fonctionner du point de vue de la majorité présidentielle et il y a même un déséquilibre qui est en train de s'installer. Alors aussi parce qu'il y a peut-être une forme de recomposition de l'échiquier politique, un peu à gauche, un peu, comme je vous disais tout à l'heure, une partie de l'électorat aussi qui va vers François-Xavier Bellamy, sans pour autant que ces deux forces politiques, LR et le PS, arrivent véritablement à émerger. Donc le gagnant un peu de ce duel pour le moment, soyons prudents, c'est effectivement le Rassemblement national.
Et justement, Kayla Gillespie, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si vous considérez que ce duel entre progressistes et populistes est un duel... je vais vous laisser qualifier les choses, parce que je ne sais pas si vous pensez que c'est un duel factice ou... Oui, je pense que c'est un ressort, comme vous disiez tout à l'heure, la corde est usée. Je pense que c'est un mécanisme qui a été mis en place, mais c'est un mécanisme idéologique qui à l'heure actuelle, montre ses limites. Mais alors, est-ce que ça veut dire, pour utiliser des termes qui ont été jadis usités, que c'est bonnet blanc, blanc bonnet, que c'est un faux fermé, c'est-à-dire finalement une alternative qui n'en est pas une véritable, qui oublie un troisième terme qui serait, par exemple, je ne sais pas, la gauche, la vraie gauche, le socialisme, bref, je vous laisse utiliser les termes que vous voulez. Il me semble que on arrive à l'heure actuelle à la fin de ce que M. Emmanuel Macron proposait, c'est-à-dire l'idée de faire barrage contre. Le vote d'extrême droite aujourd'hui, est-il encore un vote sanction? Je ne suis pas certaine qu'on n'ait pas dépassé ce stade. Je ne suis pas certaine qu'on ne soit pas en train de passer à ce dont M. Bardella parlait ce week-end, la proposition d'un autre chemin. On n'arrête pas de parler de cet autre choix qui s'imposerait. Et là, on sort complètement du régime parlementaire, on sort complètement du régime démocratique, et de plus en plus, malheureusement, on va vers l'appétence pour un homme fort. Et ça, c'est pas un choix politique. Mais là, pour le coup, le Rassemblement national le récuse, puisque à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national a été, disons... l'objet de toutes les attentions, et il n'a pas commis de dérapage. Ils se sont insérés très très bien. Ils se sont insérés. Alors, je vous pose des questions, ensuite vous mettez les mots que vous voulez, mais en tout cas, ils se sont comportés de manière très respectueuse du parlementarisme, alors que l'extrême droite dans les années 30 était très anti-parlementaire. Ils se soumettent aux urnes. Bref, rien ne permet aujourd'hui dans leur discours, voire dans leur comportement, d'imaginer qu'ils voudraient, par exemple, renverser la République. Non, mais ils encouragent et ils nourrissent le dégoût pour le politique. Ils encouragent et ils nourrissent en profondeur le dégoût pour le politique, en encourageant donc à cette appétence pour un homme fort, cette appétence pour un chef. Quand on regarde En l'occurrence, pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais en l'occurrence, là maintenant, ils ont un problème, c'est qu'il y a quasiment 2 chefs au Rassemblement national. Oui, en effet, mais je pense que malheureusement, ils ont trouvé un homme jeune. Il me semble que le sexe importe, et il est certainement plus proche de la représentation que l'extrême droite veut donner, et se nourrit en plus du virilisme ambiant. Donc peut-être la représentation par Bardella est-elle plus puissante. Donc cette appétence pour un homme fort, un chef, je répète, et c'est ça qui m'importe, c'est que ça n'est pas un choix politique, c'est un choix apolitique. Ça n'est pas choisir de s'engager politiquement que de voter pour l'extrême droite, c'est choisir précisément un chef en lieu et place d'un homme politique, c'est-à-dire un village, un chef de famille, mais certainement pas un homme politique. Mais alors, justement, parce que dans ce cas-là, je pourrais vous faire la remarque ou la critique suivante. Je pourrais vous dire qu'il y a bien un choix. Il y a d'un côté cet apolitisme-là que vous décrivez du Rassemblement national, de l'autre un apolitisme gestionnaire. Alors, peut-être qu'on pourrait reconnaître ce que vous appelez l'ultralibéralisme, mais l'apolitisme gestionnaire, il a de toute autre ambition que l'apolitisme du Rassemblement national, puisque là, il vise à l'efficacité d'un système économique. Bien sûr, mais enfin, quand par exemple, si on reprend les mots de la Banque mondiale, qui dès 89 parlait de bonne gouvernance, en lieu et place du gouvernement, on aboutit à l'idée que la nécessité économique prime le politique, et que finalement les orientations politiques sont vaines et obsolètes.
Mais alors, on peut avoir une autre lecture de ce rapport, comme on peut avoir une autre lecture des auteurs que vous qualifiez d'ultralibéraux comme Adam Smith ou Hayek. On pourrait par exemple dire, Kaela Gillespie, que pour Hayek, l'individualisme est une forme d'humilité par rapport au processus social, c'est-à-dire que le rôle de l'État est d'organiser la vie économique, à charge pour les individus d'organiser leur vie comme ils le veulent. Oui, à ceci près que pour Hayek, le jeu de société dans lequel nous nous engageons lorsque nous cherchons à nous accomplir sur le terrain économique essentiellement, ce jeu de société ne souffre pas l'ingérence de l'État. Et donc on aboutit à la représentation d'une vie sociale qui peut se passer presque complètement, c'est pas un État radicalement absent chez Hayek, mais presque complètement de la législation. Puisqu'il y a l'idée chez Hayek que le droit naît spontanément, par coutume ou par strate accumulée. J'aurais une autre lecture. On va pas se lancer dans un débat savant sur Hayek, mais Hayek dit qu'il faut toucher aux lois existantes d'une main tremblante, c'est-à-dire il considère que des lois existent, qu'on ne peut pas les supprimer, mais le libéralisme, par exemple sur la question du MeToo, sur la question d'un certain nombre de droits de l'individu, serait extrêmement permissif. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas imaginer que le libéralisme, par exemple, n'emploie pas un arsenal important sur le plan étatique pour protéger le droit des femmes, des minorités, etc. Oui, je suis d'accord avec vous là-dessus. En effet, il accorde un certain nombre de droits subjectifs que d'autres régimes politiques n'accordent pas. Mais c'est précisément parce que, en fait, il fait, à mon sens, du droit lui-même un objet de consommation. C'est-à-dire qu'il attribue les droits à l'individu, redéfini comme consommateur de sa propre liberté. Et c'est à ce titre-là qu'il va davantage mettre l'accent, par exemple, sur, on disait l'IVG ou l'euthanasie. C'est pas du tout incompatible dans l'ultralibéralisme d'accorder des droits à l'individu et d'en ôter à l'homme citoyen et de détruire les droits réels, les droits matériels, les droits concrets qui fondent notre liberté. Qu'est-ce que vous en pensez, Christelle Craplet? Ce qui est très étonnant quand on voit le discours du Rassemblement national, contrairement à d'autres discours comme par exemple celui des Républicains, il y a finalement très peu de thèmes sur les valeurs. C'est quelque chose qui me frappe assez. Par exemple, la question de la fin de vie, c'est beaucoup plus les Républicains qui les portent. Il y a finalement un discours qui est très sobre sur les thèmes traditionnels de l'extrême droite. Oui, ils ont un petit peu réopéré leur discours en le focalisant énormément sur le sujet de l'immigration, qui est un sujet de préoccupation parmi d'autres des Français, mais qui, quand on regarde plus précisément les sympathisants du Rassemblement national, est quasiment le principal sujet de préoccupation. Donc, ils ont tendance à focaliser sur ce sujet-là parce que ça fait écho à leur électorat. Et plus généralement, pour rebondir sur ce que vous disiez, sur la volonté d'avoir un chef, d'avoir un homme fort, alors c'est des choses qu'on peut voir dans l'enquête, mais le ressort du vote Rassemblement national est plus large. On a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, ne se sentent pas représentées par la classe politique actuelle, ont le sentiment que le Rassemblement national comprend mieux les gens comme eux, comme on dit parfois dans nos enquêtes, et puis aussi le sentiment que c'est un parti moins dangereux qu'avant. La figure de Jordan Bardella, qui ne porte pas le nom Le Pen, c'est vrai, contribue aussi à achever une autre phase de normalisation, et il y a beaucoup moins cet enjeu de se dire on vote pour l'extrême droite. Il y a plus le sentiment chez ces électeurs-là de se dire on n'a jamais essayé, peut-être que ça va fonctionner, peut-être que ça va répondre à mes problèmes, à mon sentiment de déclassement qui est aussi très fort chez cette population. Qu'est-ce que vous en pensez, Kaela Gillespie? Oui, il me semble effectivement que le sentiment de déclassement, le sentiment d'être un néo-déclassé est extrêmement périlleux sur le plan politique et qu'on a beaucoup joué avec cela à l'heure actuelle, ces dernières années. De sorte que on risque en effet qu'une partie de la population se retourne contre
l'État se retourne contre le corps politique lui-même. Oui. Mais en attendant, un mot de conclusion, Christelle Craplet, il y a aussi une demande de beaucoup plus d'État, en tout cas dans la plupart des sondages d'opinion, par rapport au service public, par exemple. Tout à fait. Et c'est vrai qu'un des forts éléments qu'on voit dans les enquêtes, c'est le sentiment que les services publics ne sont pas là, ne sont plus là dans certains territoires, ne fonctionnent pas aussi bien qu'avant, notamment dans le domaine de l'éducation et de la santé. Et derrière, il y a une demande de services publics et avoir le sentiment, c'est pour ça aussi que les personnes parfois sont contre les impôts, parce qu'ils ont le sentiment finalement qu'ils participent à un système dont ils ne bénéficient pas forcément, ou en tout cas moins qu'avant. Merci beaucoup Christelle Craplet, directrice de BVA Opinion. Merci Kaela Gillespie, vous êtes philosophe et vous avez publié Manufacture de l'homme apolitique, c'est aux éditions du Bord de l'eau.